Que diriez-vous si je vous disais qu'au lieu de sauver l'océan, des millions de pneus ont été jetés dans ses profondeurs, détruisant tout sur leur passage? Imaginez 2 millions de pneus attachés avec des agrafes en acier, coulés sans aucun plan de retour. Le résultat a été une catastrophe environnementale d'une ampleur épique qui a affecté les récifs, les espèces marines et l'avenir de nos côtes. Mais ce n'est pas tout. Découvrez comment cette histoire d'innovation ratée est devenue l'une des leçons les plus coûteuses pour la planète. Des millions de livres de déchets dans l'océan. Comment en sommes-nous arrivés là? Les océans, ces vastes étendues d'eau qui ont soutenu la vie sur notre planète depuis des temps immémoriaux, font face aujourd'hui à une crise sans précédent. Saviez-vous que chaque année, plus de 18 milliards de livres de déchets plastiques sont déversés dans ces eaux? Oui, suffisamment pour couvrir chaque centimètre de côte du monde avec des tas de déchets. Mais ce problème n'a pas toujours été une préoccupation pour tout le monde. Il fut un temps, il y a plus d'un demi-siècle, où déverser des déchets dans l'océan était considéré comme tout à fait normal. Ce que vous êtes sur le point de découvrir vous laissera sans voix. Avant 1972, il n'existait aucune législation régulant ce que les grandes industries pouvaient jeter à la mer. Imaginez ce que cela signifiait. Des tonnes et des tonnes de déchets industriels, de métaux lourds, d'eaux usées et de déchets chimiques tombaient dans les profondeurs sans que personne ne sourcille. Les océans, ces majestueux géants bleus, sont devenus de véritables bombes à retardement. Rien qu'en 1968. On estime que plus de 38 millions de tonnes de matériaux polluants ont été déversés en mer. Personne ne savait exactement combien de déchets se trouvaient là-dessous, parce que, tout simplement, personne ne tenait de registre. De plus, les effets de ces déchets étaient inconnus de la plupart des gens. Il n'existait pas encore de véritable conscience environnementale. Comme si cela n'était pas déjà assez choquant, entre les années 40 et 70, plus de 55 000 conteneurs de déchets radioactifs ont été jetés dans l'océan Pacifique. Oui, des déchets radioactifs, avec toute la dangerosité qu'ils impliquent, ont été cachés dans les profondeurs de la côte et d'autres parties du globe. Des millions de pneus jetés dans l'océan comme solution. À une époque où les océans étaient traités comme des décharges sans fond, une idée a émergé qui semblait presque brillante. Pourquoi ne pas transformer des millions de vieux pneus en un récif artificiel? Cela semble étrange, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 70 sur les côtes de Fort Lauderdale, en Floride. Une proposition de breuvard artificial Reef Inc. promettait non seulement de se débarrasser d'une quantité énorme de déchets, mais aussi de régénérer une partie des écosystèmes endommagés. C'était un pari audacieux qui appliquerait plus de 100 embarcations privées, des millions de pneus et un déploiement médiatique sans précédent. À l'époque, l'industrie automobile américaine fabriquait plus de 170 millions de pneus par an, ce qui générait des montagnes de déchets difficiles à gérer. Les décharges étaient au bord de l'effondrement et les incinérations massives devenaient de moins en moins viables. Ainsi, lorsque la possibilité de réutiliser ces pneus dans l'océan a été présentée, la proposition a été accueillie avec enthousiasme. L'idée était simple mais ambitieuse. Jeter les pneus au fond marin, où ils serviraient de base pour que les coraux puissent croître et se développer. Un projet qui, en théorie, aiderait à la fois l'environnement et l'industrie. Le gouvernement de la Floride a autorisé le projet en 1974. À ce moment-là, cela semblait être un triomphe environnemental. Ce printemps-là, des dizaines de bateaux chargés de kilomètres de pneus se sont alignés pour lancer l'opération. Les pneus, attachés avec des agrafes en acier et des rubans en nylon, ont été immergés sur un terrain de plus de 80 acres, à environ 2000 mètres de la côte. Pour donner encore plus de notoriété à l'événement, la célèbre entreprise Goodyear a décidé de s'impliquer. Dans une scène presque surréaliste, un dirigeable de la compagnie a survolé la zone et a lancé un pneu géant plaqué hors dans l'océan, marquant le début symbolique du récit d'Osborne. L'ampleur de l'opération était imposante. 2 millions de pneus tombant au fond de l'océan en cascades interminables. Les attentes étaient élevées. On s'attendait à ce que, en quelques années, de nouveaux coraux commencent à pousser dessus,
attirant des milliers d'espèces de poissons et revitalisant l'écosystème local. Mais comme dans de nombreuses histoires qui commencent par de grandes promesses, le succès initial n'était qu'une illusion passagère. Les premiers signes de problème ne tardèrent pas à apparaître. Les fixations en acier ont commencé à se corroder rapidement à cause de l'eau salée, ce qui a provoqué le détachement des pneus. En peu de temps, les tempêtes et les courants marins ont commencé à disperser les pneus détachés sur tout le fond marin. La situation était hors de contrôle. Ces pneus errants, loin de devenir une base solide pour la vie marine, ont commencé à heurter le récif naturel préexistant, détruisant le peu d'écosystème qui restait. Les conséquences ne se limiteront pas à la zone proche de Fort Lauderdale. En 1995, l'ouragan Opal a ravagé la côte du Golfe, dispersant des kilomètres de pneus sur les plages de Floride. Seulement 3 ans plus tard, l'ouragan Bonnie a emporté encore plus de kilomètres de pneus jusqu'aux plages de Caroline du Nord. Ce qui était censé être une solution innovante s'est transformé en un désastre écologique de proportions alarmantes. Ce que personne n'avait envisagé, c'est que les pneus n'étaient pas seulement inefficaces comme base pour les coraux, mais qu'ils étaient également destructeurs en mouvement. Les coraux ont besoin de stabilité, d'eau propre et de conditions spécifiques pour croître. Un pneu qui se déplace sur des centaines de kilomètres à chaque tempête ne peut pas créer les conditions nécessaires pour que les coraux prospèrent. Mais ce n'était pas le seul défi. Malgré tout cela, il y avait encore ceux qui refusaient d'abandonner le projet. Quelque chose devait être fait pour réparer les dégâts, mais le coût de retirer des millions de pneus du fond de l'océan était exorbitant. Cependant, les premières initiatives de nettoyage commenceraient à émerger à la fin des années 2000. La question était maintenant, serait-il possible de corriger une erreur d'une telle ampleur? La réponse nous attend dans la prochaine étape de cette histoire, où nous verrons les premières tentatives désespérées pour récupérer les pneus immergés. Mais jusqu'où étaient prêts à aller les responsables de cette catastrophe pour remédier au chaos qu'ils ont déclenché? Les surprises ne feront qu'augmenter. La catastrophe ne s'arrête pas. Des kilomètres de pneus en embuscade. Ce qui a commencé avec 2 millions de pneus immergés sous l'océan comme un projet visionnaire, s'est rapidement transformé en l'une des plus grandes catastrophes environnementales de la Floride. La scène que personne n'imaginait se déroulait dans les profondeurs. Les courants marins entraînaient les pneus libérés de leurs amarres, frappant et détruisant le récif naturel qu'ils étaient censés protéger. Les conséquences s'étendraient au-delà de l'endroit où tout a commencé. La tempête parfaite est arrivée en 1995 avec l'ouragan Opal. Les vents violents et la houle incontrôlable ont entraîné des kilomètres de pneus des profondeurs jusqu'à la bande nord de la Floride. Mais ce n'était pas tout. Seulement 3 ans plus tard, l'ouragan Bonnie a fait quelque chose de similaire en Caroline du Nord, laissant les plages couvertes de pneus. Où que l'on regarde, le désastre était évident. Les pneus, loin de devenir un support pour les coraux, étaient désormais des déchets incontrôlés menaçant les écosystèmes à chaque tempête. As-tu déjà entendu la phrase « Pierre qui roule n'amasse pas mousse » ? Eh bien, ici, cela s'applique parfaitement. Les pneus en mouvement constant ne permettent pas aux coraux de pousser. Au lieu d'un nouvel habitat, le projet avait généré un problème plus important. L'espoir de voir des poissons nager autour d'une structure régénérée s'évanouissait avec chaque pneu emporté hors de contrôle. La raison était simple. Les coraux ont besoin de stabilité, d'un environnement propre et constant. Les conditions chaotiques causées par les pneus rendaient toute croissance impossible. Il ne s'agissait pas seulement de l'impact local à Fort Lauderdale. Au fil des années, les dégâts se multipliaient avec chaque nouvelle tempête. Les pneus arrivaient à des endroits inattendus, suscitant l'étonnement et la frustration de ceux qui trouvaient leurs côtes remplies de ces déchets incontrôlables. Mais il y avait quelque chose de plus inquiétant. Le silence des responsables. Où étaient ceux qui avaient lancé ce projet? Pourquoi personne n'assumait-il la responsabilité de ce qui se passait? Le poids des erreurs passées commençait à devenir évident pour la communauté scientifique. À mesure que les conséquences étaient analysées, les solutions semblaient plus complexes et coûteuses que ce que quiconque avait prévu.
Le récif artificiel d'Osborne devenait un rappel constant de la façon dont une idée mal exécutée peut causer plus de mal que de bien. Cependant, la question n'était pas seulement de savoir comment on en était arrivé là, mais aussi ce qui pouvait être fait maintenant pour averser le désastre. La première étape était claire. Il fallait organiser un nettoyage massif. Mais le coût de cette opération était écrasant. Qui serait prêt à financer quelque chose comme ça? Les premières initiatives émergeraient au début du XXIe siècle avec des efforts petits et limités. C'est alors qu'un groupe de chercheurs de l'université Nova Southeastern a décidé d'agir, même avec des ressources limitées. L'opération a commencé avec un budget de 30 000 $. Une somme qui suffisait à peine pour engager quelques plongeurs. Avec cet argent, ils ont réussi à récupérer 1600 pneus. Cependant, ce n'était qu'un petit pourcentage des néons encore dispersés au fond de la mer. L'ampleur du problème devient de plus en plus évidente. Pendant ce temps, la Floride se trouvait à un carrefour. Le nettoyage complet du récif d'Osborne coûterait entre 40 et 100 millions de $. Comment justifier une dépense d'une telle ampleur alors qu'il y avait d'autres priorités étatiques? Les initiatives ont stagné pendant quelques années, mais en 2007, le paysage a changé de manière inattendue. L'armée américaine s'est impliquée dans l'opération, utilisant la zone comme terrain d'entraînement pour des exercices de sauvetage sous-marin. Au cours de cette intervention, ils ont réussi à retirer près de 10 000 pneus en seulement quelques mois. Malgré ces efforts, le problème persistait. Plus de 95% des pneus restaient intacts. Cependant, cette lutte contre le désastre n'était pas terminée. De nouvelles stratégies commençaient à prendre forme, certaines dirigées par le gouvernement et d'autres par des entreprises privées qui voyaient dans le nettoyage une opportunité d'innover. Mais, une initiative commerciale pourrait-elle réussir là où l'État n'avait pas encore réussi? C'est dans ce contexte qu'émerge une solution inattendue, une entreprise qui parierait sur un modèle de financement basé sur le recyclage créatif. Réussirait-il cette fois à faire pencher la balance en faveur de la récupération environnementale? Voyons comment les prochaines étapes ont redéfini cette mission titanesque. La lutte contre des millions de pneus se poursuit avec des alliés inattendus. Les premières tentatives de nettoyage du récif d'Osborne n'étaient que de petits pas face à une montagne de défis. Retirer plus de 2 millions de pneus immergés nécessitait un investissement colossal que les autorités ne pouvaient pas justifier entièrement. Cependant, la persistance a trouvé de nouveaux alliés là où on s'y attendait le moins. C'est en 2007 que l'armée américaine a décidé de s'impliquer en utilisant la zone du récif comme un champ d'entraînement sous-marin. Avec cette intervention, le progrès s'est accéléré. Pendant les exercices militaires, près de 10 000 pneus ont été extraits en quelques mois. L'opération a été efficace et a généré un optimisme renouvelé. De plus, le gouvernement de la Floride a alloué 2 millions de $ pour couvrir le transport et la disposition des pneus qui arrivaient à terre. Cet effort a permis qu'en 2009, le nombre total de pneus retirés atteigne 72 000. Mais il restait encore un chiffre accablant à affronter. Plus d'1 900 000 pneus restaient là, dispersés dans les profondeurs. L'enthousiasme initial a commencé à s'estomper lorsque les opérations militaires ont cessé. Sans ressources suffisantes pour continuer, le nettoyage s'est de nouveau enlisé. Cependant, tout n'était pas perdu. De nouveaux acteurs ont rejoint la cause des années plus tard, apportant avec eux des méthodes innovantes. Entre 2016 et 2019, l'entreprise industrielle Divers Corporation a été engagée pour diriger une nouvelle phase d'extraction. Leur approche a permis de retirer entre 2000 et 5000 pneus par semaine. À ce rythme, un total de 250 000 pneus supplémentaires ont été extraits. Mais, bien que l'avancée soit significative, il restait encore une grande partie à nettoyer. Le coût économique restait un obstacle important. La pression sur le gouvernement de Floride persistait. Car financer un nettoyage de cette ampleur impliquait de détourner des fonds d'autres priorités de l'État. Cependant, alors que tout semblait à nouveau bloqué, une solution inattendue est apparue en 2021. Une entreprise privée appelée 4Ocean
a proposé une stratégie basée sur la participation directe des citoyens. Son plan était de financer le nettoyage par la vente de bracelets fabriqués à partir de matériaux recyclés, y compris les pneus extraits de l'océan. Pour chaque bracelet vendu, il promettait d'éliminer 5 livres de déchets marins. Ce modèle a capté l'attention de nombreux, réussissant à obtenir une participation significative. Grâce à leurs efforts, 4Ocean a concentré son travail sur une zone de 34 acres au nord du site original du dépôt. Les résultats ne se sont pas fait attendre. En seulement un an, l'estimation du nombre de pneus restants a été réduite à environ 500 000. Cela ne représentait que 25% du total initial. Le progrès était notable, mais il n'était pas exempt de critiques. Certains remettaient en question les coûts associés à l'initiative, soulignant que le prix d'extraction par pneu était significativement plus élevé que lors des opérations précédentes. Malgré les doutes, l'engagement de 4Ocean est resté solide. Leur capacité à mobiliser des ressources et des bénévoles a fait une différence importante. L'histoire du récif d'Osborne prenait une nouvelle direction, une où les entreprises privées, les citoyens et l'État collaboraient pour une cause commune. Mais, serait-ce suffisant pour averser les dégâts? Pendant ce temps, le monde commençait à regarder d'autres projets similaires. Le récif d'Osborne n'était pas le seul à avoir échoué. De l'autre côté de l'Atlantique, sur la Riviera française, quelque chose de similaire s'est produit dans les années 80. Une fois de plus, les autorités ont cru que les pneus seraient une solution inerte et sûre. Cependant, les résultats ont démontré le contraire. Il est maintenant temps de découvrir les détails de ce désastre et ce qui en a été appris. Y avait-il de l'espoir pour ces projets échoués ou étaient-ils condamnés dès le début? Les réponses nous attendent dans la prochaine partie de cette histoire pleine de rebondissements inattendus. Un autre désastre environnemental. La France a également essayé et a échoué. Alors qu'en Floride, on luttait pour contenir les dégâts, de l'autre côté du monde, une histoire similaire se préparait. Au milieu des années 80, les autorités de la Riviera française ont décidé de couler 25 000 pneus en mer. Entre les villes de Cannes et Antibes. L'idée suivait le même raisonnement que le projet d'Osborne. Les pneus devaient fournir une base pour la régénération des récifs et bénéficier aux communautés côtières. Cependant, ce qui promettait d'être une solution écologique s'est finalement transformé en un nouveau problème environnemental. Au début, tout semblait être sous contrôle. Les pneus, soigneusement répartis à plus de 500 mètres de la côte, restaient immobiles. Cependant, ce que les responsables n'avaient pas prévu, c'était la libération lente mais constante de substances chimiques et de métaux lourds dans l'eau. Des recherches ultérieures ont révélé que les pneus filtraient des composants toxiques, mettant en danger la vie marine locale. Le problème s'est aggravé avec le temps. Les minéraux libérés, bien que essentiels en petite quantité, s'accumulent à des niveaux dangereux. Cela causait la détérioration de l'environnement et menaçait la survie d'espèces clés pour l'écosystème. Contrairement au récif d'Osborne, où les pneus étaient déplacés par les courants, en France, le danger était invisible. Pendant près de 2 décennies, les dommages chimiques sont passés inaperçus jusqu'à ce qu'un groupe de chercheurs les documente en profondeur en 2005. Mais la France n'a pas commis la même erreur d'inaction qu'ailleurs. Dès que les résultats des études ont été rendus publics, une opération de nettoyage à grande échelle a été lancée. Sous la direction de l'État français et avec la collaboration du fabricant de pneus Michelin, l'extraction des 25 000 pneus a commencé. L'opération a coûté environ 1 100 000 $, un montant considérablement inférieur à celui estimé en Floride. Chaque pneu a été retiré pour un coût moyen de 44 $. Ce qui contrastait avec les dépenses d'autres projets similaires. Un monument sous-marin pour les morts. Et un foyer pour la vie marine. La mort pourrait-elle être la clé de la régénération des océans? C'est la question qui a inspiré la création du Neptune Memorial Reef, une structure artificielle située à environ 5 km de la côte de Key Biscayne, en Floride. Loin des échecs précédents. Ce projet démontre que les récifs artificiels peuvent prospérer s'ils sont conçus avec une vision intégrale et respectueuse de l'écosystème. Le récif mémorial Neptune n'est pas un récif ordinaire.
Ici, les restes incinérés des personnes décédées sont mélangés avec un ciment spécial à pH neutre qui ne modifie pas les conditions de l'eau. Ce matériau est moulé en monuments sous-marins qui sont soigneusement répartis sur un espace de plus de 600 000 pieds carrés. La structure a été conçue par le biologiste marin Gary Levine et l'artiste Kim Brandel, qui ont imaginé une ville submergée avec des routes, des bancs et des statues. À première vue, cela pourrait sembler une excentricité, mais les résultats ont surpris tout le monde. Plus de 140 espèces marines ont commencé à habiter le récif, créant un écosystème autosuffisant. Ce qui distingue ce projet des précédents, c'est la planification méticuleuse. Chaque monument est conçu pour résister aux tempêtes les plus fortes et offre une surface rugueuse idéale pour la croissance des coraux. De plus, la structure est située dans une zone de gestion spéciale, ce qui empêche des activités comme la pêche ou l'extraction de homards. Cependant, tout n'est pas parfait. La crémation, bien que symboliquement attrayante, est une pratique qui génère de grandes quantités de dioxyde de carbone. La production de ciment est également responsable d'une part significative des émissions mondiales de carbone. Malgré cela, le Neptune Memorial Aurit a démontré qu'il est possible de combiner innovation, mémoire et durabilité dans un même projet. Jusqu'à l'année 2022, plus de 1500 personnes avaient choisi cet endroit comme leur dernière demeure. Parmi elles, se trouve la célèbre chef Julia Child. Bien que l'acceptation ait été progressive, le récif continue de croître tant en taille qu'en biodiversité. Ce projet offre une leçon précieuse. Les récifs artificiels ne doivent pas nécessairement être un désastre environnemental. Avec les matériaux adéquats, un design stratégique et une gestion responsable, il est possible de créer des structures qui bénéficient à la fois aux personnes et à la planète, mais cela ne signifie pas que l'histoire des récifs artificiels soit arrivée à son terme. D'autres projets, comme le naufrage contrôlé de navires militaires, continuent de susciter des controverses. Est-ce la voie vers une relation plus équilibrée avec les océans, ou simplement une autre manière de masquer le problème des déchets? C'est la question que nous aborderons ensuite. Un porte-avions coulé, que cachait l'USS Oriskany? Si tu penses que les récifs artificiels faits de pneus ou de ciment sont étranges, attends d'entendre ceci. En 2006, un gigantesque porte-avions de plus de 270 mètres de long a été intentionnellement coulé au large des côtes de Pensacola, en Floride. Oui, un navire de guerre transformé en un récif artificiel. Mais ce n'est pas une simple histoire de recyclage. Le naufrage de l'USS Oriskany a suscité des opinions partagées et n'était pas sans risque. L'USS Oriskany, connu sous le nom de The MiG-TO, a servi dans les guerres de Corée et du Vietnam avant d'être désarmé en 1976. Pendant des années, il a été stocké sans destination claire. Finalement, en 2004, la marine des États-Unis a décidé qu'il serait plus utile de le couler que de le démanteler. L'idée était de profiter de sa structure énorme pour créer un habitat marin, attirant à la fois les poissons et les plongeurs. Mais il y avait un problème. Avant de le couler, les porte-avions ont subi un processus de remédiation environnementale. Cela signifie que les matériaux les plus dangereux ont été retirés, mais tout n'a pas été éliminé. Il restait encore des centaines de livres de biphényl polychloré, des composés chimiques hautement toxiques interdits depuis les années 70 en raison de leur potentiel cancérigène. Malgré ces préoccupations, l'USS Oriskany a été emmené à 24 miles au large. Après une explosion contrôlée avec 500 livres de C4, il a coulé au fond du golfe du Mexique. Étonnamment, le récif résultant attire rapidement une grande quantité de vie marine. La structure du navire, avec ses multiples niveaux et espaces, a fourni un refuge à de nombreuses espèces. De plus, il est devenu une attraction mondiale pour les plongeurs, qui l'explorent comme s'il s'agissait d'une ville submergée. Cependant, les scientifiques surveillent encore les effets potentiels à long terme des résidus toxiques restés à bord. Personne ne sait avec certitude combien de temps ces composés mettront à affecter l'écosystème, mais le risque reste latent. Ce qui est indéniable, c'est que l'USS Oriskany représente une combinaison unique d'histoire, de recyclage et d'opportunités touristiques. Mais, est-il vraiment durable de continuer à couler de grands navires comme solution environnementale?
Au milieu de ce débat, une réflexion plus large s'impose. Résolvons-nous les problèmes environnementaux ou trouvons-nous simplement des moyens créatifs de les cacher? Le schéma est préoccupant. Avec chaque nouveau récif artificiel, qu'il s'agisse de pneus, de ciment ou de bateaux, la question demeure. Qui bénéficie réellement de ces initiatives? Alors que certains célèbrent les réussites, d'autres avertissent que celles-ci peuvent être un prétexte pour échapper à des responsabilités environnementales plus importantes. Mais la réponse n'est pas si simple, comme nous le verrons ci-après. Solution ou excuse. Le dilemme des récifs artificiels. Nous voici au cœur du dilemme qui a marqué cette histoire depuis ses débuts. Des projets désastreux de pneus, aux monuments sous-marins de cimetières et aux colossaux navires coulés, chaque tentative de créer des récifs artificiels a été chargée d'intentions mixtes. Et la question continue de résonner. Ces efforts profitent-ils réellement à l'environnement ou sont-ils une façade pour masquer des problèmes plus profonds? Les défenseurs des récifs artificiels soutiennent que, lorsqu'ils sont conçus correctement, ils peuvent revitaliser les écosystèmes et protéger la vie marine. C'est vrai dans certains cas, comme le Neptune Memorial Reef ou le succès initial de l'USS Oriskany. Cependant, les critiques soulignent que beaucoup de ces projets sont utilisés par des entreprises et même des gouvernements pour se débarrasser de déchets difficiles et coûteux à gérer. Dans le cas des pneus, l'échec a été retentissant. Les tentatives de les réutiliser dans les océans non seulement ont échoué à créer des habitats, mais ont causé un dommage plus important en se dispersant lors de tempêtes et en libérant des composés toxiques. La France a réussi à corriger cette erreur à temps, mais dans des endroits comme la Floride, les coûts de nettoyage restent exorbitants. Pourquoi les responsables originaux du désastre n'ont-ils pas été obligés d'assumer ces coûts? Des entreprises comme Goodyear, qui ont initialement bénéficié du projet, gardent maintenant un silence absolu sur le sujet. Il n'est pas difficile d'imaginer que beaucoup de ces initiatives reposent sur une logique perverse. Si le coût de résoudre un problème est plus élevé que celui d'en créer un nouveau, certains choisiront de prendre le chemin le plus facile. Dans un système où la remédiation environnementale est rentable pour certaines entreprises, qu'est-ce qui nous assure que ces pratiques ne se répéteront pas?